Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Maghreb Express, l'émission de Mediapart qui donne à voir et à entendre l'autre rive de la Méditerranée. Aujourd'hui, je reçois un cinéaste qui ne laisse personne indifférent, offensant pour les uns, courageux pour les autres. Son cinéma est très percutant. On se souvient de Much Love, d'un film qui a été censuré il y a 2 ans au Maroc, l'histoire de prostituées marocaines dans la ville de Marrakech. Aujourd'hui, il sort un nouveau film, Radia, et il est avec nous, c'est Nabil Ayouch. واش بصح كتدرس بالامازيغيه؟ اللغه الوحيده ديالنا هي اللغه العربيه. بغا يستوعبوا والو. اللي يولفوا. ودار ما عندك. أشهد وسخ هذا، اللهم إن هذا منكر. رات مناعت. داري مال سكر غيطو. عليكم السلام الوالد. T'inquiète pas, papa. À Casa, il restera toujours assez de juifs pour nous enterrer. ديالي شغديري دابا؟ ما عرفاش. عرفت. ايوا صافي سيري طيحي. ما فهمتكش. كتهمش اللغة إلا حرمتيها من الصوت. كيهمش الإبان إلا حرمتيهم من الحلم. Bonjour Nabil. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Radia, c'est 5 destins, 5 luttes. On a notamment celle de Abdellah, qui est un instituteur berbère dans les montagnes de l'Atlas et qui se retrouve rattrapé par l'arabisation forcée dans les années 80. Et on a également Salima, une femme émancipée, libérée, mais étouffée sous l'ordre marital. C'est d'ailleurs Mariam Touzani qui joue ce rôle, et c'est la co-scénariste, et c'est également votre épouse. On a aussi Hakim, qui est menuisier le jour, chanteur la nuit, qui est aussi homosexuel et qui est donc confronté, là encore, à des colibés, à des insultes, et qui se rêve en Freddie Mercury marocain. On est cette fois au cœur de la société marocaine, de sa schizophrénie, de ses tabous, de ses frustrations. Quand auparavant vous nous y aviez habitués à aller au cœur des minorités, je pense aux enfants des rues avec Alizawa, je pense aux enfants des bidonvilles avec les chevaux de Dieu, ces enfants qui sont devenus des bombes humaines, des kamikazes, et qui avaient provoqué les attentats de Casablanca en 2003. Je pense à Much Love et à ces prostituées. Comment est née Radia et ce déport un petit peu de la minorité pour revenir rejoindre la majorité silencieuse? Radia, il est né de ce constat qu'on a dans cette société marocaine dans laquelle je vis toutes et tous des rêves qu'on partage. Sauf que ces rêves, on fait tout pour qu'ils restent cachés, enfouis, et que notre personnalité, nos aspirations ne ressortent pas au grand jour, que ce soit par pression sociale, familiale, les traditions, la religion ou autre. Et à un moment, je me suis rendu compte que tout ce que je pensais être des minorités, mises bout à bout les unes les autres, constituaient une forme de majorité. Alors certes silencieuse, qui n'osait pas encore faire son coming out, mais une majorité quand même. Et j'ai eu envie de m'intéresser à eux. Radia, c'est un film de personnages, c'est un film de personnages que j'ai rencontrés, que j'ai croisés, que j'ai aimés, que j'aime encore pour certains d'entre eux depuis 20 ans maintenant que j'habite au Maroc. Et en parlant d'eux, et de leurs rêves, de leurs aspirations et de leurs désirs brûlants de liberté, j'ai eu envie de parler aussi quelque part un peu de nous. Et donc c'est un portrait à la fois
plein d'espoir, mais aussi très dur, de la société marocaine que vous faites là. Comment ce film, qui est sorti au Maroc donc en février, un mois avant la sortie française ici le 14 mars, comment il a été perçu, surtout après le scandale qu'avait déclenché Much Love, on y reviendra un petit peu plus tard. Bah, c'est vrai que c'était un moment un peu particulier pour moi parce que c'était mes retrouvailles avec le public marocain, qui est un public que j'aime et un public dont on m'a coupé pendant 2-3 ans avec la sortie de mon dernier film, Much Love, dans l'interdisant, en censurant. Et donc c'était émouvant pour moi de retrouver ces salles, et en plus ces salles pleines. On a fait une tournée dans plusieurs villes du Maroc et chaque fois les gens étaient là, présents. À Agadir, il y avait 800 personnes dans un cinéma qu'on a rouvert pour l'occasion, qui était très curieux du film, qui questionnait différents aspects du film et qui surtout se sont appropriés le film et se sont retrouvés dans certains personnages et dans certaines histoires sur lesquelles ils n'arrivaient pas à mettre des mots jusqu'à présent, là où le film venait justement concrétiser une pensée, un fantasme, et en l'occurrence une histoire qu'on leur a jamais racontée, notamment pour toute cette jeunesse arabophone qui se trouve aujourd'hui un peu en perte de repère, qui est l'histoire de cette arabisation du système éducatif au début des années 80. Ça leur a beaucoup parlé. Parlons-en justement de cette arabisation, parce que donc le film se déroule de 1980 à aujourd'hui, un peu plus de 30 ans. Donc effectivement, il y a cette arabisation qui est en soi une réforme calamiteuse, puisque des générations d'enfants encore aujourd'hui le payent, puisqu'on a imposé l'arabe classique dans un pays où il y a plusieurs langues qui cohabitent, notamment la langue berbère qui consiste en 3 dialectes, la darija, l'arabe de tous les jours, l'arabe marocain, et le français, cette langue héritée de la colonisation. Et le hassani. Et bien sûr, oui, tout à fait. Et donc là, c'est pour ça que l'histoire d'Abdallah, l'histoire de sa classe, est très forte, très violente en fait. C'est une attaque, je trouve, le film démarre là-dessus, et c'est très violent parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit donc un professeur qui du jour au lendemain voit sa berbérité sacrifiée sur l'autel de cette réforme, avec un homme qui vient de Rabat pour imposer, pour lui dire tu dois faire cours aujourd'hui en arabe classique, et donc il le fait, et les enfants ne comprennent rien. Et encore aujourd'hui, ça court, notamment je pense à une région comme le Rif au Maroc, on a encore ce phénomène-là. Et puis, vous ajoutez à cela la période de 2015, qui est un petit peu qui est donc la période contemporaine aujourd'hui. Et 2015, c'est ce Maroc balayé par les vents conservateurs, rétrogrades. C'est donc l'année de la censure de Much Love. C'est également l'année où des jeunes femmes se voient interpellées, jugées parce qu'elles portent des mini-jupes. C'est également l'année où on voit des jeunes homosexuels se faire lyncher dans les rues. Pourquoi ce fil temporel? Comment vous est venu ce parti pris-là? La réforme du système éducatif, elle est violente pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle a tendance à vouloir uniformiser une culture, créer une forme d'hégémonisme, là où le Maroc, vous avez raison de le dire, est extrêmement pluriel, et c'est probablement avec le Congo-Kinshasa, le pays d'Afrique qui a la plus grande diversité culturelle. Et pour moi, la diversité culturelle, c'est quelque chose qui a un sens, c'est pas un concept creux. Et en l'occurrence, toutes ces peuplades, toutes ces cultures, toutes ces identités qui ont fait le Maroc à travers les âges, les siècles, que ce soit les Berbères, les Amazirs, comme on dit chez nous, les Juifs, les Arabo-musulmans, les chrétiens, l'immigration d'Afrique subsaharienne, pour moi, c'est une pyramide qu'il faut protéger. Et à travers la langue, le fait de vouloir imposer l'arabe classique, qui n'est pas notre langue, qui est une langue supranationale qu'on partage avec 20 autres pays, et ça c'est très bien en soi, et c'est une très belle langue, mais le fait de vouloir l'imposer comme étant la langue d'enseignement a voulu gommer, si vous voulez, des siècles d'héritage divers. Et puis, elle est brutale, cette réforme aussi, parce qu'elle n'a pas été préparée, surtout. Parce qu'une réforme aussi vaste, aussi ambitieuse, ça se prépare, c'est 2 ans, 3 ans de réflexion, de formation
formation des professeurs et ce lien avec les enfants. Et là, au lieu de faire ça, dans la hâte, on a même parfois ramené des professeurs d'autres pays arabes, du Moyen-Orient, pour enseigner cet arabe classique. Donc ça a été, si vous voulez, le début d'une perte de repères dont on sent les soubresauts bien plus tard dans la société marocaine, et en l'occurrence 2015, qui est une année charnière, comme 82 dans le film, 2015 est une année charnière de l'histoire contemporaine du Maroc, parce que là, on arrive dans un combat au grand jour, avec des gens qui veulent nous ramener en arrière. Vous avez cité effectivement les différents événements qui ont eu lieu cette année-là, il y en a même eu d'autres. Il y a eu le Conseil national des droits de l'homme qui a mis en débat la question de l'héritage, l'égalité homme-femme, question... qui traverse le monde arabe, etc. On le voit en Tunisie. Absolument. Et qui, on voit dans le film, notamment des hommes et des femmes manifester pour dire non, non, il faut que les femmes continuent d'hériter moins que les hommes. Et ce qu'on voit surtout dans le film et ce qu'on a vu dans la rue, ce mois de septembre-octobre 2015, c'est des femmes qui étaient en tête des manifestations. Qui donc finalement étaient leur pire ennemi dans le cadre de cette réforme. Et ça dit aussi à quel point le chemin à parcourir est long. Simplement, pour revenir à ce que je disais, on a, cette année 2015, on a là finalement ce qui ressort au grand jour, c'est-à-dire d'un côté un schéma de société qui vise à nous tirer en arrière, et de l'autre côté des gens qui sortent et qui résistent, qui mènent des combats, mais cette fois-ci à visage découvert, forts de leurs convictions. On a vu justement, suite à ces deux filles qui se sont faites arrêter parce qu'elles portaient une jupe, des manifestations, des hommes, des femmes de la société civile qui sont allés crier non, des hommes qui se sont mis en jupe par solidarité. On a eu, si vous voulez, à chacune de ces affaires, à l'affaire Much Loved également, des gens qui ont défendu le film dans la presse, la société civile, pour dire on ne veut pas qu'on nous interdise de voir un film, c'est à nous de décider si oui ou non on ira le voir, en tout cas qu'on l'interdise de façon aussi brutale, etc., etc. Donc ça, si vous voulez, ce clivage, et finalement, et ces contradictions, ces paradoxes de la société marocaine sont ressortis au grand jour en 2015. Je rentre là d'un reportage au Maroc, et l'idée était de faire un reportage sur le mouvement social du Hirak du Rif, voir qu'étaient devenus un petit peu tous ces manifestants qui étaient sortis dans la rue au lendemain de la mort d'un jeune vendeur de poissons, Mohsin Fikri, qui avait été broyé par une benne à bordure et qui était devenu un petit peu comme ça le symbole de la hougra, le mépris en arabe, ce qui sert à dire au quotidien l'humiliation le système qui broie les individus. Et donc je n'ai pas pu, car les autorités ne veulent plus voir de journalistes, notamment étrangers, dans la ville d'Al-Hoceima. J'ai dû donc me rabattre sur Casablanca, où j'ai pu rencontrer des familles et des militants, parce que se déroule là-bas le procès des 10 meneurs de ce mouvement-là. Et beaucoup de personnes que j'ai rencontrées m'ont parlé de Radia en me disant il faut que tu ailles voir ce film au cinéma, ce film qui vient de sortir, c'est extraordinaire, c'est exactement cela le Maroc. C'est une véritable Radia qui a été opérée sur les libertés individuelles, et c'est une poudrière sociale. Et on voit effectivement dans votre film donc cette majorité silencieuse prendre la parole, se lever, se soulever, se révolter avec notre sang. Et avec notre âme, avec notre sang, on te sauvera au Maroc. Et c'est impossible de ne pas faire le lien avec ce Hirak du Rif, qui est une protestation inédite en 18 ans de règne pour Mohamed VI. Et je me suis dit, comment vous-même, puisque vous aviez déjà écrit votre film, comment vous avez vécu le fait que le réel, comme ça, surgisse au cœur de votre fiction ? C'est assez étonnant, parce que le film a été écrit 1 an et demi avant que le mouvement du Hirak survienne. Et on était en tournage, en train de tourner d'ailleurs précisément les scènes de la fin du film, donc d'émeutes urbaines, quand on entend ce qui se passe dans le Rif. Et là, il y a quelque chose d'assez étrange sur le plateau, où on voit le réel rejoindre la fiction qui elle-même a été écrite 1 an et demi auparavant, et tout se mélanger, et on se dit que peut-être que voilà, ce que le film véhicule s'inscrit
dans l'air du temps, en tout cas dans une vision sociétale qui est extrêmement contemporaine, extrêmement actuelle. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il y a tant de gens au Maroc qui s'y reconnaissent et qui s'en emparent. Et c'est aussi, je pense, en tout cas l'une des forces peut-être de votre cinéma, c'est ça, c'est ce cinéma du réel, ce cinéma en immersion, comme on avait pu le voir avec Les Chevaux de Dieu, avec Much Loved ou avec Alizawa. Comment... Aujourd'hui, quand on voit justement vous, dans le film, effectivement, des femmes mener des manifestations pour dire non, il faut maintenir cette inégalité entre l'homme et la femme devant l'héritage, alors que la société a profondément changé, que les femmes ont le droit d'hériter autant que les hommes. Quand vous voyez un petit peu ces vents wahhabites, parce qu'il faut le dire, en même temps que l'arabisation, quand il a fallu les chercher des professeurs du Moyen-Orient, ils ont importé avec eux la langue arabe classique, mais ils ont aussi importé un islam salafiste qui mine quand même, je pense, le Maroc d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est possible de créer un projet commun de société, un projet qui ne serait pas la vie à la française, la laïcité à la française, dictée par l'ancien colon, ni la vie dictée par la tentacule wahhabite de l'Arabie saoudite. Parce que j'ai l'impression que c'est aussi ça votre film. On s'interroge sur le rêve, mais le rêve commun, le rêve collectif. Complètement. Je m'interroge dessus parce que c'est ce qui m'a fait aimer ce pays. C'est ce qui m'a donné envie de m'y installer. C'est ce que le Maroc de mon enfance. Quand j'habitais, parce que j'ai grandi à Sarcelles, en banlieue parisienne, j'allais avec ma mère, mon frère, et j'allais voir mon père 3 fois par an en vacances, à Casa, à Fès. C'était le milieu des années 70, début des années 80, et je voyais ce Maroc du vivre ensemble. Je voyais ce Maroc coexister. Je voyais ces gens qui respectaient l'autre. Je voyais cette communauté juive, par exemple, qui prenait sa place dans la société. Et puis j'ai senti petit à petit ça bouger, changer. Et la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, effectivement, c'est quel projet de société pour ce pays? Moi, je pense qu'on est à l'heure des choix, et je crois très profondément que oui, c'est possible. Alors, vous allez peut-être penser que je suis naïf ou un peu idéaliste, peut-être. En tout cas, si je le suis, j'ai envie de continuer à l'être et à le protéger parce que j'habite là-bas et que j'ai envie de mener ce combat et qu'on est quelques-uns à vouloir le mener, même si on est une minorité, mais on n'a pas besoin d'être une majorité pour changer les choses, vous savez. J'ai envie de pouvoir continuer à y croire parce qu'il y a quelque chose de très fort qui est dans notre ADN. Et je crois aussi que l'être humain a une force de résilience. Et ce qui est dans notre ADN, c'est justement... Pour tous ces Marocains, par exemple, qui ont travaillé, je reprends l'exemple de la population juive, qui ont travaillé ou qui ont grandi avec les Juifs, je sens cet amour, cet attachement, et à quel point il les considère comme partie intégrante d'une identité marocaine. Et je me dis que c'est là, finalement. Ça a été recouvert par des couches d'idéologie nauséeuse venues des paraboles, des chaînes satellitaires du Moyen-Orient, venues de l'éducation, venues de... Voilà, beaucoup de choses qui ont fait qu'à un moment, on a oublié qui on était, on a oublié d'où on venait. Preuve en est notre folklore. Les hommes et les femmes se mélangeaient, aujourd'hui ils ne se mélangent plus. Le tatouage était quelque chose qui était valorisé, aujourd'hui c'est devenu un objet presque satanique. Il y a des femmes qui s'effacent leur tatouage, des vieilles femmes. Tout ça est là, quelque part, tapis. Il faut creuser. Et moi, c'est ce que j'aime en faisant du cinéma, c'est creuser. Je me vois un peu comme un chercheur d'or. Et il faut aller ressortir tout ça et le remettre en avant, le montrer. Montrer, c'est questionner et permettre à des jeunes gens, parce qu'il y en a au Maroc, je les ai rencontrés, ils sont là, je les vois tous les jours, à des jeunes gens qui ne savent pas comment formuler les questions, de se poser ces questions-là et de décider, comme tout un chacun, parce que c'est un choix collectif, un rêve c'est collectif, mais le choix c'est également collectif, de décider dans quelle direction on a envie d'aller. Alors je ne dirais pas que vous êtes naïf, mais quand je vois Abdellah, cet instituteur berbère, je me dis, est-ce qu'il avait la force de se battre contre le rouleau compresseur qui est le système marocain, quand cet homme arrive de Rabat en lui disant « voilà comment tu dois faire classe en arabe classique, arrête le berbère, arrête la poésie ». Est-ce qu'il avait la force? Non, puisqu'il a abandonné, il a été défait, et sa défaite, quelque part, c'est
la défaite d'une partie de l'humanité, parce que c'est bien l'humanité qui se niche dans ce petit village au creux des montagnes et ce qui s'y joue. Et en même temps, à côté de cet instituteur, il y a une femme qui l'aime, Ito, qui, elle, relève la tête, fière de ce qu'elle est, fière de son histoire qui est tatouée sur sa peau, qui décide de partir à Casablanca, dans cette grande ville monde, grande ville tombeau, et d'aller à la recherche d'Abdallah. Et cette femme, elle va créer quelque chose qu'on appelle maintenant un effet papillon, un effet sismique pour moi, c'est qu'elle va transmettre. Elle va transmettre à une autre femme, Salima, une femme d'aujourd'hui, du Casablanca contemporain, qui, elle aussi, décide de refuser le diktat de son mari, refuse de décider que la rue, l'espace public qui est aussi son espace, lui soit retiré et qu'on lui dise comment s'habiller, qu'on l'insulte, qu'on la vilipende, etc., etc. Et ce combat, elle va le mener. Donc après, vous voyez, c'est ça aussi, Razia, c'est de voir comment des individus, des hommes et des femmes réagissent face à l'oppression, face à la hugla, comme vous avez dit tout à l'heure. Il y a plusieurs manières de réagir. Il y a ceux qui abandonnent, il y a ceux qui sont dans le déni, comme Joe, ce restaurateur juif, qui ne veulent pas voir pour continuer à aimer. Il y a ceux qui sont dans l'automutilation, la souffrance, la solitude. Il y a ceux qui sont dans la violence, et puis il y a celles qui résistent et qui décident de continuer à avoir de l'espoir en donnant naissance à son enfant. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passeront par la femme dans le monde arabe. Je pense que la femme n'a pas encore mené les combats qu'elle doit mener. Les combats qui ont été menés sous d'autres cieux, ici en Occident, dans les années 70-80, et qui ne sont pas terminés même ici. Il y a encore des choses à conquérir, on l'a vu ces derniers mois, mais en tout cas qui ont été menées. Et je pense que cette partie de la population, 50% de la population qui a été pendant aussi longtemps cachée, en tout cas qu'on a voulu cacher, et à qui on n'a pas offert la place qu'elle méritait, ou en tout cas qui n'a pas pu prendre la place qu'elle méritait, je pense qu'il y a là quelque chose qui se joue, qui est absolument phénoménal, si les femmes prennent conscience de la force qu'elles ont, pas seulement d'ailleurs dans la société de tous les jours et dans l'espace public ou dans l'entreprise, mais également dans la famille, parce que c'est elles qui éduquent leurs enfants et leurs garçons de demain. Oui, bien évidemment, et on sait, et on le voit, combien de femmes transmettent ce dont elles ont souffert à leurs propres enfants, notamment à leurs fils. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est un travail très difficile, parce que même des lois peuvent exister. Je pense notamment à cet article de loi qui a fini par être aboli, qui était celui qui exigeait qu'une femme violée épouse son violeur, donc c'est fini. Mais il n'empêche que dans certains villages, certaines zones reculées, la pratique est toujours courante. Très dernièrement, une loi a été votée contre les violences faites aux femmes. J'imagine que vous avez vu ça, le Parlement a adopté ça. Ça faisait des années qu'on débattait au Maroc sur une loi. Alors elle n'est malheureusement pas du tout à la hauteur de ce que les associations, notamment féministes, portaient, de ce que le Maroc pouvait faire. Quand on voit la loi qui a été faite en Tunisie, qui est un modèle, on voit que cette loi au Maroc ne s'en prend pas, par exemple, au viol conjugal. Et quand on sait que la plus forte violence s'exerce dans le foyer, à la maison, avec le mari. Voilà, on s'interroge. Donc on avance, mais effectivement, il y a... Vous savez, les lois, c'est important. Après, ce qui est encore plus important, c'est les mentalités. C'est ça qui est le plus dur à faire bouger. On a vu quand le roi Mohammed VI est monté sur le trône, quelques années après, il a fait passer cette loi de la réforme du code de la famille, de la Moudawana, qui donnait beaucoup plus de droits aux femmes, notamment. Et ça, c'est très positif. Après, derrière, il y a toute une société qui n'avance pas au même rythme. Et en même temps, si les lois ne seront pas votées, rien ne se passera derrière. Donc, oui, cette loi qui consistait pour le violeur à pouvoir épouser la femme qu'il avait violée a été abolie, et oui, c'est bien. Et en même temps, c'était une hérésie. Mais c'est bien quand même. Cette loi qui vient de passer contre le harcèlement n'est pas suffisante, je suis entièrement d'accord avec vous et les associations féminines marocaines qui le clament haut et fort. Mais c'est quand même une avancée. Sur l'éducation, on a, depuis 2-3 ans, commencé à faire un travail de nettoyage sur les manuels scolaires, qui étaient pour certains empreints d'idées nauséeuses. On a commencé à remettre le français petit à petit à l'école à la place de l'arabe classique. Donc si vous voulez, il y a une prise de conscience quand même que
et au plus haut niveau, il y a quelque chose qui, dans la société, doit être changé si on veut véritablement protéger ce socle commun. Donc ça, c'est des choses qui font que j'ai encore de l'espoir et qui, quand je me réveille le matin, me font dire que ouais, il y a un combat à mener et qui vaut la peine d'être mené, même si c'est des petites briques. Mais bon, c'est comme ça que les choses se sont faites. Regardez, aux États-Unis, le combat pour les droits civiques fondamentaux dans les années 70, ça a été des actes symboliques additionnés les uns aux autres qui ont fait qu'à un moment, les grands changements sont arrivés. Moi, Mariam, ma femme qui joue le rôle de Salima, me le dit souvent, me dit, quand je suis dans la rue et que je me fais agresser, ben, l'exemple de la jupe qu'elle relève dans le film, pour moi, c'est un acte de résistance. C'est tout petit, mais en même temps, c'est extrêmement symbolique. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations comme ça. D'ailleurs, après même avoir tourné cette scène, elle s'est retrouvée dans une situation totalement identique, truc incroyable. Elle croise un homme, entre-temps elle avait mis quelque chose par-dessus sa jupe donc qui descendait carrément jusqu'au genou, elle allait se laver les mains dans un café avec la maquilleuse qui lui dit « mais va te rhabiller, qu'est-ce que tu fais comme ça, rentre chez toi, t'as pas honte ?» Sauf que là, elle m'a dit, je l'avais en face de moi, contrairement au film où il m'avait déjà dépassé et j'ai pu le regarder dans les yeux et lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Bon, ok, c'est un acte isolé, mais quelque part, je crois que ce courage, c'est quelque chose qui est comme une maladie. Ça peut contaminer d'autres personnes, mais positivement. Et il y a 2 ans, donc, quand Much Loved a été censuré, censure politique, mais aussi censure populaire, comment est-ce que vous aviez de l'espoir? Enfin, comment vous avez vécu la violence de cette censure? Et est-ce qu'on refait un film facilement, enfin, après avoir connu cela? Je me suis posé des vraies questions. Parce que ça a été très, très, très violent, effectivement, et beaucoup plus que j'aurais pu imaginer. Des questions sur ma place, est-ce que ma place est encore au Maroc, de continuer à faire des films, est-ce que j'aurai la liberté de pouvoir les faire? Et puis, je crois que je n'ai pas eu envie de réagir à la colère par la colère, parce que je suis quelqu'un d'assez convaincu des combats que je mène, et parce que j'essaye de tirer quelque chose de chaque expérience, de comprendre. Voilà, il y a un côté un peu anthropologue chez moi, une observation de la société au plus près. Et j'ai essayé de comprendre comment une société a pu à ce point basculer dans l'hystérie, dans la blessure narcissique pour un film. Parce que finalement, c'est ça dont il s'agit, une fiction. Et c'est là où je suis revenu aux fondamentaux, à l'éducation. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, il y avait quelque chose qu'on était en train de vivre, dont j'avais envie de parler. Et du coup, Razia est née progressivement dans la foulée de cette blessure qui a été Much Loved. Et c'est pour ça que j'ai été très heureux de retrouver ce public marocain, parce que je me suis rendu compte que même si les plaies ne sont pas complètement refermées, ils sont quand même très sensibles et très à l'écoute de ce que j'ai eu envie de leur raconter dans Razia. J'aimerais qu'on revienne sur Les Chevaux de Dieu, ce film que vous avez donc tourné en vous inspirant du livre de votre ami, l'écrivain Mahi Bin El Bin, Les Étoiles de Sidi Moumen. C'est un quartier parmi les plus pauvres de Casablanca, celui d'où étaient issus les jeunes qui se sont fait sauter. Et vous avez été, en 2014, vous avez inauguré le centre culturel Sidi Moumen dans ce quartier-là, centre culturel qui a fait un petit frère dans le nord à Tanger. Et qui va en faire un autre à Fès cette année. Voilà. Et donc là, c'est plus du cinéma, c'est de l'engagement, c'est du cinéma social qui devient un engagement. Est-ce que c'est comme ça que vous considérez votre métier de cinéaste, ou est-ce que c'est les rencontres, cette humanité-là rencontrée à l'occasion d'un film qui vous a fait vous engager au-delà d'un simple film en allant jusqu'à monter un centre culturel, ce qui n'est pas rien, puisque nous sommes là dans des endroits où souvent les autorités ont déserté, où il n'y a rien, où il n'y a pas un lieu de rencontre, pas un lieu de cinéma. Et en plus, ces endroits-là, vous en avez fait des centres culturels mixtes, là où souvent les filles sont d'un côté, les garçons de l'autre, on ne les laisse pas se fréquenter entre eux. Ces endroits, en fait, c'est des endroits qui ressemblent aux sarcelles de mon enfance. Des bars HLM additionnés les unes à côté des autres, et puis l'État qui oublie en cours de route l'essentiel, le lien social, le lien identitaire,
Qu'est-ce qui permet à un jeune garçon de 14-15 ans ou une jeune fille du même âge dans cette banlieue-là de se dire « je suis un citoyen de première catégorie comme un autre et pas un citoyen de seconde catégorie qu'on a oublié ». Et je pense que là, les arts et la culture ont un rôle essentiel à jouer. Parce qu'il y a des talents dans ces quartiers, des talents extraordinaires qui demandent qu'à être révélés. Et quand on leur dit la violence ne doit pas et ne saurait pas être une voie d'expression, mais qu'on ne leur offre pas d'autres voies d'expression, on n'a rien fait. Donc l'idée, ça a été de se dire, ben, on va y aller et on va réinjecter du lien identitaire. Et là, c'est plus le réalisateur qui vous parle, c'est le citoyen, parce que je suis avant tout un citoyen qui écoute le monde dans lequel il vit. Et j'ai envie, quelque part, de pouvoir redonner ce qu'on m'a donné quand j'étais gamin, parce que j'ai vu l'effet que ça a eu, bah, ne serait-ce que sur moi. Je pense que je ne serais pas devant vous aujourd'hui et en train de faire des films si je n'avais pas vu mes premiers Chaplin, Eisenstein à la MJC de Sarcelles, si je n'avais pas vu appris les claquettes, à chanter, la chorale, etc., etc. Parce que c'est des fenêtres qu'on ouvre sur le monde, tout simplement. Et que ces gamins, je vois dans leurs yeux ce désir profond de se projeter. Et en même temps, je vois que concrètement, tout est fermé autour d'eux. Donc si on peut arriver et leur ouvrir quelques fenêtres, je pense que ça peut changer les destins de centaines et de centaines de gamins. Et je crois beaucoup à la notion d'exemplarité. Je crois qu'un modèle, un type comme Jamel Debbouze par exemple, qui sort de Trappes et qui fait la carrière qu'il fait, c'est un modèle pour des milliers d'autres qui sont restés là-bas. Les autorités, comment elles ont vécu l'arrivée, justement, l'installation de ces centres culturels? Enfin, Très bien. Ouais. Très bien, oui, oui. Le gouverneur de Bernoussi, là où donc, il y a le centre de Sidi Moumen, nous a même donné le lieu pour qu'on puisse s'y installer. Après, c'est différent selon les régions et la sensibilité des élus de chaque ville. À Tanger, ça a été plus compliqué, par exemple. Mais, parce que vous n'avez pas été n'importe où, vous avez été là aussi dans un quartier, un fief salafiste. On a été chaque fois là où il y a du désespoir. Ouais. Et là où il y a un sentiment d'abandon. Voilà. Et parce qu'on pense que c'est là notre place. Et parce que c'est là où on a un rôle à jouer. C'est évidemment pas dans les centres-villes où il y a déjà des centres culturels et d'autres activités pour la jeunesse. Donc voilà, mais globalement, les autorités ont compris qu'elles avaient besoin de nous, comme nous, on a besoin d'elles. Enfin, c'est l'intelligence de partenariat public-privé, ONG, qui peut aussi faire bouger les choses, parce que l'État à lui seul ne peut pas tout, les ONG non plus. Et parlons de vos origines, parce que, donc, vous l'avez dit, vous avez grandi à Sarcelles, tout en allant régulièrement au Maroc, où était votre papa. Donc votre maman est juive tunisienne, votre papa est marocain, musulman. À un moment donné, il y avait un conflit intérieur, dans ce que j'ai pu lire dans différentes interviews. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous avez fait d'ailleurs le choix de passer de l'autre côté en allant vivre depuis une vingtaine d'années maintenant à Casablanca. Ça va mieux. Ça va mieux parce que je me soigne. Grâce au cinéma, vous savez, il y a quelque chose de très très beau qui s'est passé dans ma vie après avoir effectivement été, pas en souffrance, mais c'était quand même une peine quelque part de ne pas savoir à quel ensemble on appartient et de sentir qu'on est un petit peu à cheval entre plein d'identités, parce que quand on est gamin, on pense qu'on peut avoir qu'une identité. Et puis quand on grandit, on se rend compte que non, on peut en avoir plusieurs et que c'est même très riche, mais il faut le comprendre. Et moi, ce qui m'a permis de le comprendre, c'est le cinéma. Et cette identité que je n'avais pas connue quand j'étais jeune, sauf en passant quelques vacances au Maroc, qui est l'identité marocaine, ben, j'ai pu la comprendre et la conquérir grâce au cinéma en faisant des films, mes premiers courts-métrages, mes premiers longs-métrages, en allant explorer la profondeur de l'âme marocaine. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très très beau qui était effectivement enfoui et qui avait pu naître et ressurgir dans ce lien. C'est probablement toute la force de l'attachement que j'ai pour le Maroc et pour les Marocaines et Marocains, grâce au cinéma, grâce à ce formidable véhicule pour exprimer des mots, des idées et pour connaître l'autre. Moi, ma plus belle passion, c'est l'être humain et c'est pour ça que j'aime, comme je vous disais tout à l'heure, creuser. Et le cinéma m'a permis d'aller dans les profondeurs de l'âme marocaine et de sentir, de comprendre à quel point elle est belle. Sauf que, voilà, des fois, il faut simplement lui donner un petit peu d'espace pour s'exprimer, comme ce qu'on m'a offert à moi, cet espace-là, quand j'étais plus jeune. Et est-ce qu'il vous arrive de souffrir d'un regard extérieur qui vous renvoie à vos origines françaises,
à vos origines occidentales, européennes, Bien sûr. et qui vous accusent par exemple de porter un regard européen, français, occidental, plus que marocain, et notamment au Maroc, et en vous attaquant justement aux tabous de la société que sont la misère sexuelle, l'homosexualité, la virginité, enfin, on pourrait faire une liste. Bien sûr, vous savez, au Maroc, comme dans tous les autres pays, il y a ceux qui veulent voir, il y a ceux qui ne veulent pas voir. Et quand on ne veut pas voir, en l'occurrence, quand il s'agit de mes films, il y a une critique extrêmement facile que j'entends très très souvent. Ah ben lui, c'est parce qu'il n'est pas complètement marocain. S'il était vraiment marocain, il ne ferait pas ces films-là. Voilà, donc c'est une façon de botter en touche et de se débarrasser du problème. Et moi, je leur réponds, il n'y a pas qu'une manière d'être marocain. Et il n'y a pas qu'une manière d'aimer son pays. Moi, je me sens 100% marocain comme je me sens 100% français. Et je suis très très fier aujourd'hui d'assumer cette double identité. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas né au Maroc et que je n'ai pas grandi là-bas ou que je parle la langue peut-être moins bien que certains, et encore, il y en a qui sont nés, qui ont grandi là-bas, qui parlent l'arabe marocain bien moins bien que moi, que je ne me sens pas pleinement légitime pour aborder tous ces sujets. Voilà. Au contraire, même, je dirais que le fait d'avoir grandi loin, ça me donne une certaine distance et peut-être un peu plus de lucidité pour en parler avec mon prisme. À ma manière, parce que comme je leur dis, c'est pas cinéma, mes films, c'est pas la vérité. Je veux dire, Much Love, faut se détendre. C'est un film d'un cinéaste qui porte un regard sur 4 femmes qui sont prostituées, mais qui sont avant d'être prostituées, qui sont belles, qui sont fortes, qui sont courageuses. Donc arrêtons de surréagir chaque fois et de se sentir attaqués chaque fois qu'il y a un cinéaste qui fait un film ou qu'on parle de nous. Je veux dire, les Marocains sont pas meilleurs ou pires que les autres, ils sont comme tout le monde et il faut qu'on soit fiers de ce qu'on est et qu'on l'assume. Et pour ça, ne pas être dans la surréaction et ne pas vouloir aussi être dans l'aveuglement chaque fois qu'un cinéaste nous propose un regard. Et je suis content de voir que sur Razia, qui est un film qui dépasse de très très loin les frontières du Maroc d'ailleurs, parce que c'est un film qui parle de l'état du monde. Quand on parlait de Salima tout à l'heure et de son incapacité à pouvoir s'habiller comme elle le voulait à cause du harcèlement dans la rue, il y a des femmes qui sont dans le même cas qu'elle. À Paris. Ici, à Paris, à New York, à Montpellier, enfin partout où je suis allé avec le film, beaucoup de femmes sont venues me dire la même chose. Évidemment que Razia dépasse les frontières du Maroc et je suis content de voir, je vous disais que cette jeunesse marocaine a su se reconnaître dans ce film avec, cette fois-ci, sérénité, apaisement, et que le film peut encore d'ailleurs continuer à générer, non pas des polémiques stériles comme Much Love, mais des vrais débats. Merci Nabil Ayouch, merci 5e étage, à très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express.